le petit bruit satisfaisant. Bon, j'ai réalisé 37% de rendement sur mon portefeuille boursier sur les 365 derniers jours. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle me tient énormément à cœur parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'investissement boursier. Je n'ai jamais parlé d'investissement boursier sur les réseaux sociaux, donc j'en parle des fois un peu en story, etc. Mais ça va faire 8 ans que j'investis sur les marchés financiers, que je me passionne des marchés financiers. Avec Lucas, c'est vraiment quelque chose qu'on adore, l'économie, comprendre comment l'argent fonctionne, la géopolitique, etc. Et s'intéresser aux entreprises, aux actions, aux marchés américains, aux banques centrales, etc. C'est quelque chose vraiment qui nous a passionnés avant l'e-commerce. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, avant de faire de l'e-commerce, on voulait lancer un fonds d'investissement. On avait genre 15-16 ans. C'est pour ça qu'on avait bossé à la banque, etc. On était un peu dans cette branche, les études, machin. Après, on est parti en e-com et on a toujours continué à faire de l'investissement boursier. Donc on avait essayé de faire du trading étant jeune, bon on s'était fait scam et tout, copy trading et voilà. Ensuite on a fait de l'investissement et on s'est jamais arrêté. Donc moi j'ai un portefeuille, j'ai toujours aujourd'hui où je mets 500 € tous les mois depuis que j'ai 18 ans. Et avant ça du coup je le faisais avec l'argent de mes parents sur leur compte à eux parce que j'étais mineur et je pouvais pas. Mais en gros, aujourd'hui, le but, c'est de vous expliquer comment est-ce que j'ai réalisé ce rendement. Je vais essayer de faire la vidéo en plusieurs blocs un petit peu. Donc toujours format très chill, en mode voilà, détente, podcast, on discute, on est là pour parler investissement. Je vous invite également, tous ceux qui ont des choses à ajouter, à compléter, ou à me donner votre point de vue sur ce que vous faites, à mettre un commentaire et me dire voilà ce que vous faites, quels sont vos investissements, quelle est votre vision du marché aujourd'hui, etc. Je suis très curieux de voir toutes les personnes qui s'intéressent au marché financier et qui regarderont cette vidéo. C'est des personnes avec qui j'adore discuter à chaque fois, donc sachez que je lis tous les commentaires, j'y réponds personnellement et ce sera un véritable plaisir. Pour ceux qui nous rejoignent, qui me connaissent pas, moi je m'appelle Fabien, avec mon associé Lucas on a fait 60 millions d'euros en e-commerce dans le domaine du CBD. Et donc en parallèle des investissements sur les marchés financiers. Ce que je vais faire, c'est donner tout d'abord des conseils vraiment si je devais résumer toutes mes années d'apprentissage, donc moi j'ai bouffé les gars du Tammy Cabbage, du Elliott Hewitt, sur YouTube, etc. J'en bouffe depuis des années, je regarde toutes les vidéos, j'ai acheté leur programme, je l'ai regardé 2 fois, enfin bref, je me suis imprégné de tout ça, plus de mon expérience, et je vais résumer du coup rapidement un peu tous les conseils que je pense qu'ils serviront à tout le monde, à la fois sur les marchés financiers ou sur sa manière de gérer son argent, la manière de voir un petit peu les choses. Très important, je pense, pour introduire cette vidéo. Ensuite, je parlerai de ma stratégie d'investissement. Donc, vous verrez pour tous ceux qui le font, qui investissent tous les mois, etc. Je vous donnerai des tips par rapport aux jours où historiquement c'est plus intéressant d'acheter les marchés. Je vous donnerai également des tips sur la répartition de l'argent à investir tous les mois par rapport à la moyenne mobile et au prix du marché actuel. Donc, plein de petits tips qui vont intéresser même des personnes qui investissent et qui connaissent déjà tout ce monde-là. Et puis pour les autres qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas, j'essaierai de ne pas utiliser de termes techniques pour que tout le monde puisse vraiment s'y retrouver. Puis il y en aura quelques-uns, mais voilà, j'expliquerai un petit peu à quoi ça correspond. Et enfin, j'expliquerai vraiment un peu concrètement ce que j'ai fait sur l'année. Quelles actions est-ce que j'ai achetées, pourquoi je les ai achetées et comment j'ai approché le marché. Voilà, quelle a été mon approche, ma manière d'analyser les tendances, les meilleures entreprises de chacune, quels ont été mes points d'entrée, pourquoi je suis rentré à ce moment-là. J'expliquerai un peu rapidement. J'ai évidemment conscience que 37% de rendement, c'est énorme et que c'est pas quelque chose que je vais faire tous les ans parce que sinon j'ouvrirai mon fonds d'investissement dès aujourd'hui et j'investirai l'argent de millions de clients. Voilà, c'est une performance qui est extraordinaire, qui est affolante, d'autant plus que je l'ai fait non pas sur un petit montant, je l'ai quand même fait avec un capital de départ de 200 000 francs, donc 220 000 euros, 230 000 euros, et donc ce qui me fait plus de 100 000 euros de gains sur l'année. C'est énorme, voilà, j'ai conscience que c'est monstrueux, c'est clairement des revenus secondaires qui sont vraiment presque suffisants pour vivre, et donc voilà, je suis super content de moi les gars. Donc c'est parti, je vais commencer avec les conseils. Donc le premier conseil, celui-là je le tiens d'Elliott. C'est quelque chose qui me fait beaucoup travailler. Maintenant, je suis quelqu'un qui traque tout, ses dépenses, ses revenus. J'ai un tableur Excel hyper précis où je traque tout. Première des choses, l'argent, ta situation financière, ta santé financière est vachement liée à ton niveau de développement personnel. L'argent, c'est quelque chose qu'il faut traquer. Il y a des gens qui ont peur d'ouvrir leur compte bancaire, qui sont en mode « Ah, j'ai dépensé combien ?» etc. Non, il faut ne pas se mentir à soi-même. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est hyper important dans la vie de suivre son argent, de suivre sa santé financière. Et moi, une phrase qui m'a beaucoup interpellé, c'est tout ce qui ne peut pas être traqué, ne peut pas être amélioré. Si tu pouvais pas te regarder dans le miroir, que tu pouvais pas voir combien tu pèses, ça serait dur de te dire est-ce que j'ai pris, est-ce que j'ai perdu. En fait, tout ce que tu vois, tout ce que tu traques,
tu peux l'améliorer. Et donc l'argent, ça doit être traqué. Et donc moi aujourd'hui, voilà, Lucas on fait pareil, on suit vraiment nos niveaux de dépenses, etc., notre santé financière. Et comment est-ce qu'on calcule notre santé financière? Et ça c'est important vraiment, surtout pour des personnes françaises, il faut différencier sa santé financière de son patrimoine et de ses revenus. Il y a des gens qui ont un patrimoine de 5 millions d'euros, ils ont fait des crédits, ils ont fait plein de choses, et en fait ils ont des revenus moyens, on va dire les 5 000 euros par mois, et en fait ils ont une santé financière qui est horrible, parce que ces gens-là dépensent 4 000 par mois, ils gagnent 5 000 par mois, et à côté de ça, ils ont du patrimoine. Mais ton patrimoine, il est illiquide, c'est du crédit, ou alors c'est de l'immobilier, c'est illiquide. Et en fait, la santé financière, tout simplement, c'est combien est-ce que tu dépenses, et combien est-ce que tu as de côté. Tu prends ce que tu as de côté, tu le divises par l'argent que tu as par l'argent que tu dépenses mensuellement, et tu obtiens un nombre de mois. Tu obtiens peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans en mois. Si ta santé financière est inférieure à 12 mois, c'est que ta situation est fragile. Voilà, ça c'est juste pour que tu puisses faire ce travail-là et te dire, potentiellement, t'as pas beaucoup d'argent, ok, mais dans ce cas, dépense moins. Parce que si tu dépenses peu, bah, tu auras une longue santé financière, même avec peu d'argent. Il y a des gens qui dépensent trop par rapport à ce qu'ils ont. Et donc, ils ont une santé financière qui est fragile. Donc, c'est important de calculer ça. Moi, j'aime bien me dire, voilà, j'ai X années où, voilà, peu importe ce qui se passe, si je dépense X tous les mois, je peux vivre pendant X années. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, notamment en France, à cause des entreprises, etc., ont une santé financière qui est très, très faible. Et pour autant, qui ont du patrimoine. Les Français ont du patrimoine, mais les Français n'ont pas de cash. Donc, voilà, premier point. Ensuite, deuxième point. Alors ça, c'est un point qui est hyper important. Là, il y en a plein sûrement qui vont se dire « Ah putain, sérieux ?» Ouais, les gars, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Premier truc, c'est que l'argent qui dort ne dort pas. En réalité, l'argent qui dort meurt. Donc je vais vous donner des exemples. L'inflation aujourd'hui est de 3% par année. En moyenne, sur les 50-100 dernières années, l'inflation est de 3% par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as 100 000 euros sur ton compte, si tu ne touches pas à cet argent, 1 an, 2 ans, 3 ans, et ben en réalité, ton argent perd 3% chaque année. Alors sur le compte bancaire, ça bouge pas, mais quand tu vas vouloir aller dépenser à la boulangerie, dans les magasins, acheter une baguette, acheter un appartement, etc., les prix augmentent de 3% par année. Donc ce qui fait qu'avec tes 100 000 euros, tu peux moins acheter, tu as moins de pouvoir d'achat. Et donc l'argent qui dort, en réalité, il meurt. Quand on vous dit le livret A, il est à 3%, et que toi t'es là en mode « Ah ouais, putain, 3%, c'est bien quand même, ça travaille ». Non, ça travaille pas, ça survit. Tu t'es pile poil sur l'inflation, voilà, et t'as 20 000 balles en plus sur ton livret A, donc en fait, voilà, c'est minable. Enfin, c'est minable dans le sens où on te fait croire à quelque chose qui n'est absolument pas vrai. Et si ton argent ne travaille pas à plus de 3%, ben en fait, ton argent, soit il stagne, soit il meurt. Pour vous donner un exemple concret, si tu as 100 000 euros sur un compte bancaire, dans 10 ans, tes 100 000 euros vaudront 74 000 euros. Si tu as 100 000 euros sur un compte bancaire, dans 25 ans, tes 100 000 euros vaudront 54 000 euros. En 25 ans, tu brûles littéralement la moitié de ton argent. Donc c'est pour ça que ne pas investir, attendre, c'est prendre la décision active de perdre de l'argent. Et ça, c'est vraiment important de se le dire. C'est pas en mode, ouais, mais moi, j'ai pas envie de grandeur, j'ai pas envie d'investir. Ok, mais tu brûles ton cash. Et ton cash, t'as mis du temps, t'as mis de la sueur pour l'avoir, et aujourd'hui, t'es en train de le brûler. Donc, très important d'avoir cette notion en tête, toujours d'inflation, et même, moi, quand je réalise des performances, etc., sur les marchés financiers, ou peu importe, ben, je garde toujours en tête ces 3%. 3% d'inflation par année. Hyper important. Ensuite, le troisième et dernier conseil, là, je donne vraiment des conseils vraiment larges, mais qui sont hyper importants d'avoir en tête. Ça, c'est un truc que je vois énormément. En fait, aujourd'hui, ton argent, faut l'avoir comme une pyramide. Une pyramide, en bas, t'as des grosses bases, t'as des grosses fondations. La pyramide, elle est solide. Et plus tu montes, plus c'est fin. Ben, en fait, ton patrimoine, pour moi, doit être construit de la même manière. Donc aujourd'hui, la règle, elle est assez simple. Tu vas prendre 70-80% sur des fondations en bas qui sont solides, qui sont backées, qui sont vraiment carrées. Je t'expliquerai après, du coup, quelles sont les miennes et quels sont ceux des investisseurs pour la majorité. Et ensuite, au-dessus, tu vas t'amuser. Là, au-dessus, tu peux changer, tu peux t'amuser, etc. Là, ça va être tes investissements à risque. Ça va être 10 à 30% de ton patrimoine, en fonction de ton niveau d'adrénaline que tu as envie d'aller chercher, de tes compétences et de même ce que tu as envie de construire. Mais en tout cas, tu ne peux pas jouer avec le bas de ta pyramide. Et aujourd'hui, quand moi je vois des mecs qui ont 2000 euros, qui foutent 2000 euros en crypto, qui essaient de faire un x30, je suis en mode, les gars, c'est quoi ce délire? Alors oui, quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est dur de penser en pyramide, mais en fait, faut penser au long terme, toujours. Dans les investissements, on pense long terme. Je prends l'exemple de moi, à 18 ans, donc il y a cette fameuse phrase, je pense que la majorité le savent, mais si t'investis 500 euros tous les mois, pendant 30 ans,
à 10% annuel, et ben en fait, à la fin, dans 30 ans, tu auras 1 million d'euros et tu auras investi réellement de ta poche que 150 000 euros grâce à la magie des intérêts composés. Parce que les intérêts que tu fais sont réinvestis automatiquement et l'année d'après, tu prends plus d'intérêts. Et en fait, de cette manière-là, tu crées une courbe exponentielle. Il faut toujours penser comme ça. Il ne faut pas se dire, ah, vas-y, c'est nul au début. Oui, au début, la courbe, elle est pas ouf, mais t'inquiète pas, tes intérêts composés vont travailler. Et une vision long terme, mets en place des process et tu verras, ça paye. Et après, on parlera un peu plus de tout ça. Mais donc, très important, vraiment, investissement sécurisé. On fait pas n'importe quoi avec notre argent. On investit correctement. S'il faut, on peut mettre même un peu d'immobilier, on peut mettre un petit peu de... Voilà, on construit une pyramide qui est bien. Et au-dessus, on s'amuse. Moi, du coup, les performances que j'ai réalisées sur ces 200 000 francs, donc aujourd'hui mon compte de trading est à 300 000 francs, c'est vraiment un compte trading. C'est-à-dire que j'ai mes investissements avec lesquels je ne fais pas n'importe quoi, et ensuite j'ai ce compte trading avec lequel je me suis amusé. Voilà, clairement je me suis amusé, j'ai acheté des actions, j'ai analysé, etc. Mais ça c'est un compte trading sur Interactive Broker, avec un effet de levier de x3, donc réellement j'avais 800 ou 900 000 euros au moment où j'ai commencé en liquidité, parce que j'avais un levier du coup, Interactive Broker me prêtait de l'argent pour que je puisse m'amuser, et donc voilà, mais c'était un compte trading, c'est un compte trading encore aujourd'hui. Et ce n'est pas mon compte investissement, donc c'est le haut de ma pyramide. Voilà, dernier conseil, on va passer directement aux explications de la partie investissement. Donc là, je ne vais pas rentrer dans un détail profond, je vais juste donner vraiment quelle est ma stratégie. Voilà, qu'est-ce que je fais tous les mois, comment j'achète, comment j'analyse, et en fonction du prix du marché, parce que forcément, on regarde aujourd'hui le marché, les gars, il est super haut. Au moment où je parle, on est à plus de 20% de la moyenne mobile, donc le marché en gros est à plus de 20% du prix de sa moyenne historique, ce qui est très cher. Comment je fais dans ces moments-là? Est-ce que je retire? Est-ce que je mets plus? Est-ce que je mets moins? Ce que je vais vous partager là, encore une fois, c'est vraiment... J'ai pris un peu de Tami et beaucoup de Elliott. Elliott Ewid, qui est un trader, pour ceux qui connaissent pas. Trader qui trade avec des millions d'euros de patrimoine, qui fait ça depuis des années, qui pour moi aujourd'hui a le meilleur programme en France. C'est un monstre, ce mec, il vit au Panama, il est trop fort. J'adore ce gars. Et Tami Cabage, l'historique trader investisseur français. Voilà, le Tami pour ceux qui connaissent, qui est très très fort également. Là, j'apprends rien. Pour investir intelligemment et sans risque, on va pas choisir des actions sur le marché. Les actions performent en moyenne de moins 70% par rapport aux ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? Qu'est-ce qu'un indice? Donc les ETF indiciels, on appelle ça. Un indice, c'est un groupe d'actions, donc par exemple le S&P 500, qui va reprendre les 500 plus grosses entreprises américaines. Si demain, je dis une connerie, Apple fait faillite, elle va sortir de l'indice. On a des gestionnaires qui s'occupent du S&P 500, et ils vont enlever tout simplement, ou ils vont baisser la répartition de Apple dans l'indice. Ce qui fait que quand tu achètes un indice, on va acheter le pays des États-Unis, par exemple, le S&P 500, tu as le Nasdaq 100 avec les entreprises technologiques, les 100 plus grosses, donc là c'est plus si t'es branché tech, mais prenons le S&P 500, tu vas l'acheter, si demain Apple fait de la merde, il sort de l'indice, et donc en fait ton indice, toi, ne va pas trop se péter la gueule, il va sortir de l'indice. Demain, si t'achètes Apple et qu'il fait faillite, bon bah là tu perds ton argent. Donc en fait c'est pour ça qu'acheter des indices c'est beaucoup plus sécurisé que d'acheter des actions. Et ensuite on a des ETF indiciels qui vont reprendre en gros énormément d'indices. Ils vont faire une répartition majoritairement aux États-Unis, on va prendre un petit peu des pays émergents, on va prendre un petit peu des indices européens, et on vient faire un regroupement d'actions qui va en fait presque faire le mouvement du marché financier, des marchés financiers. Donc on ne vient pas acheter une action, on vient acheter le marché. On achète toutes les actions, quasiment évidemment, mais on achète toutes les actions. Historiquement, sur les 100 dernières années, le S&P 500 a fait 8,5% par an. On est bien au-delà de l'inflation, on est sur des performances qui sont plus qu'acceptables, et vous allez voir en plus avec le petit tips que je vous filerai après, on peut aller chercher 10-12% sans prendre trop de risques, juste en jouant un petit peu avec les règles, mais donc l'objectif c'est de venir acheter le marché tout simplement. Ensuite on peut se dire ok mais du coup j'achète quand, est-ce que c'est cher, pas cher, etc. La règle est simple, tu achètes tous les mois, virement automatique, et tu ne te poses pas de questions. Historiquement, le plus intéressant, donc on est dans du geek, hein, les gars, on va vraiment gratter des petits trucs. Historiquement, c'est le plus intéressant d'acheter le 24 du mois. Il y a des calculs qui ont été faits, moi j'avais vu la vidéo entière de démonstration, et en fait, historiquement, le 24 du mois, tu viens gratter des petits pourcentages par rapport à si tu achetais le 5 du mois, par exemple. Donc, règle simple, tous les mois, tu investis le 24 et tu achètes ETF indiciels, par exemple MSCI World, Amundi, par exemple. Et tous les mois, tu achètes. De cette manière-là, tu viens lisser ton prix d'achat. Si les marchés sont hauts, du coup, tu as des prix qui sont un peu hauts. Quand ça descend, tu rachètes à bas prix. Puis en fait, sur le long terme, tu as un prix qui est lissé et qui vient justement reprendre la courbe de l'évolution des marchés financiers. C'est du DCA classique.
La majorité des gens le font, certains peut-être ne le savent pas, donc c'est pour ça que je vous l'explique un peu simplement à quoi ça consiste. Et ensuite, tous les ans, soit tu viens prendre les dividendes, ou soit tu viens réinvestir les dividendes que ça a rapporté. Donc l'objectif, c'est de réinvestir de manière à ce que tu puisses bénéficier vraiment des intérêts composés et que tu ne viennes pas prendre à chaque fois les gains qui sont effectués sur les marchés et l'évolution du coup du prix de l'action et de l'ETF. Ensuite, quel est mon cheat code? Alors, je vous donne le petit cheat code, les gars. L'objectif, c'est de jouer un peu avec le prix par rapport à la moyenne mobile. Donc, la moyenne mobile, c'est un indicateur qui te donne le prix moyen à chaque fois. Donc, tu vois, les marchés font comme ça, et tu as la moyenne mobile qui vient se mettre au milieu. L'objectif, en fait, c'est de regarder où est la moyenne mobile, et quand les marchés sont hauts, on estime, c'est comme quand tu vas au magasin et tu dis, bon, là, c'est un peu cher. Donc là, tu vas en acheter un peu moins. Donc, l'objectif, c'est que quand les marchés sont entre plus 10 et plus 20%, de la moyenne mobile, donc là imagine la moyenne, tu as le prix qui est entre plus 10 et plus 20%, on estime que les marchés sont chers et que sur le long terme, ce sera un peu cher à ce moment-là, on ne va investir que 75% de ce qu'on investit normalement. Donc si tu investis 1000 euros par mois, quand les marchés sont entre plus 10 et plus 20, tu ne vas investir que 75% de tes 1000 euros. Donc tu vas investir 750 euros. Quand les marchés sont à plus 20% de la moyenne mobile, là on estime que c'est très cher. Donc là on est sur ces cas de figure aujourd'hui. Là tu ne vas investir que 50% de ce que tu investis habituellement. On va toujours acheter parce qu'on ne sait pas ce que va faire les marchés. On ne prend pas la décision de se dire non, j'achète pas. On estime juste que c'est cher et donc on vient baisser la répartition de ce qu'on met mensuellement. Donc on va mettre 50% de ce qu'on met, 500 euros, dans le cas où on met 1000 euros par mois. À l'inverse, quand le prix chute, qu'on est à moins 20% de la moyenne mobile, on est dans une situation dite de crash boursier. Donc moins 20% de la moyenne mobile, voilà, là c'est les soldes, il faut acheter en masse. Donc ce qui est recommandé, c'est de prendre ton cash de réserve, de le diviser par 6. Donc tout ce que je vous dis, ça vient de calculs, d'estimations, etc. sur des centaines de périodes et des centaines de périodes, des dizaines et des dizaines d'années. Tu prends ton cash, tu le divises par 6, donc tu as 100 000 euros, tu le divises par 6, admettons, et tu l'investis tous les mois. Parce que le crash, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Peut-être que moins 20, donc tu divises par 6, tu mets, peut-être ça va faire moins 30, tu remets, moins 40, tu remets, et puis si on prend le cas du confinement, les marchés on fait que de remonter, tout le monde pensait que ça allait redescendre un moment, et en fait, personne n'a capté quand c'était le bon moment d'acheter. Ça a chuté, on pensait que ça allait continuer à chuter, mais non, d'un coup ça a repris et ça s'est jamais arrêté. Donc on ne peut jamais savoir quand va s'arrêter un crash, quand est-ce qu'il va reprendre, quand est-ce qu'il va continuer de baisser, etc. Donc on fait cette règle simple. Et donc, qu'est-ce qui se passe mathématiquement? Les marchés sont en solde, les gens ont peur, les gens vendent, effet boule de neige, les marchés se pètent la gueule, et toi, t'arrives et tu rachètes massivement à prix réduit, quoi, tout simplement. Donc, la stratégie d'investissement, elle est simple, pas plus compliquée que ça. Tous les mois, tu t'y tiens, t'es discipliné, t'achètes, et là, du coup, en faisant cette stratégie, du coup, par rapport à la répartition, tu vas aller chercher 2, 3, 4% de plus chaque année, ce qui est énorme, les gars. On parle de 12 et 13% par an. On enlève l'inflation, on est à 10%, on est bien. Voilà, on est bien, on fait du cash. Et vous verrez, dans 20-30 ans, vous serez heureux d'avoir fait ce travail-là. Et donc moi, je le fais sur un compte Interactive Broker. Tous les mois, je le fais. Mais je le fais également sur mon compte DEGIRO que j'avais créé quand j'avais 18 ans. Je le fais toujours. Ça fait très longtemps. Je mets 500 euros par mois. Et dessus, je suis à 15-20 000 euros de profit. C'est pas énorme, mais avec 500 euros par mois, les gars, j'ai commencé en 2020 ou 21, quand j'avais 18 ans. Donc voilà, je suis hyper content de ces résultats et je compte jamais arrêter ce compte. Je veux atteindre le million sur ce compte quand j'aurai 48 ans, du coup, à peu près, environ. Donc voilà, ça c'est pour la partie investissement. Est-ce que j'avais noté d'autres choses? Non, je pense qu'on est bon. Voilà, juste quand vous investissez sur les marchés financiers, il faut être prêt psychologiquement à ce que ça perde. Historiquement, ça s'est déjà passé, moins 30 à moins 40%. Donc si vous achetez la première fois et qu'il y a un crash, forcément, ça fait, voilà, ça va vous faire un peu mal. Mais si vous achetez régulièrement quand il y a un crash, en fait, faut juste que vous soyez prêt à ce que votre patrimoine d'un coup perde 30%. Il ne faut pas paniquer. Les marchés financiers, c'est de la psychologie. Gardez également toujours en tête que sur les marchés financiers, tout est égal à 0. Ça veut dire que quand tu gagnes 1 euro, quelqu'un a perdu 1 euro. C'est très important. Et je tiens également à dire que ce que je dis là, c'est pas des conseils d'investissement. Alors, c'est ma vérité, c'est ma manière de faire. Mais rappelez-vous également que sur les marchés financiers, 95% des gens qui investissent, qui mettent de l'argent sur les marchés financiers, perdent.
Voilà, on a plein de gens qui connaissent rien, qui arrivent et qui achètent et qui font n'importe quoi. Et je pense que la majorité des jeunes qui ont déjà essayé de le faire, on a tous brûlé un petit compte. Voilà, moi j'en ai brûlé un petit quand j'avais 18 ans. On a tous brûlé un petit compte parce qu'on s'est cru meilleur. Sauf que n'oubliez jamais que quand vous perdez, quelqu'un gagne, et quand vous gagnez, quelqu'un perd. Et les gens qui jouent en face de vous, ce sont des banques, des fonds d'investissement, ce sont des traders, ce sont des personnes qui sont, c'est leur métier. Donc on ne fait pas n'importe quoi sur les marchés financiers, on est assidu, régulier, et on ne se croit jamais plus intelligent que les marchés financiers. Très très important de le dire, tant que tu t'es pas fait brûler un compte, ou tu peux dire ouais mais moi j'ai capté en fait là ça va faire ça, t'as rien capté du tout, personne sait où vont les marchés financiers, sinon tout le monde se riche. Là je vais vous expliquer maintenant. J'essaie de les faire le plus simplement possible. Alors ça, je l'ai vraiment appris de nulle part. C'est juste vraiment en réfléchissant. Simplement, je me suis dit, ok, comment est-ce que je veux acheter? Moi, mon compte trading, je me suis dit, je veux surperformer les marchés, naturellement, sinon j'investirais. Et donc, je me suis dit, ok, comment je vais voir la chose? Premièrement, je veux pas prendre des risques de fou. Je ne veux pas deviner quelle sera l'action, tendance de machin, nan. Donc ce que je fais, c'est que je fais des analyses, notamment beaucoup avec de l'IA, énormément de macro avec de l'IA. Donc j'analyse. Quand je dis du macro, c'est vraiment analyse du monde, analyse des secteurs, analyse des entreprises. Ensuite, je regarde les indicateurs de certaines entreprises. Ensuite, je regarde les courbes, je regarde les prix. Et ensuite, je me positionne. En fait, ce que je me dis à chaque fois, premièrement, je n'achète des actions ou je n'investis qu'à l'achat. Je ne prends jamais de vente parce que voilà, je me suis dit que je préférais faire des achats sur les marchés financiers parce que sur le long terme, ça monte toujours. Donc, je vais pas commencer à jouer à faire de la vente. Je pense que c'est une mauvaise idée pour moi. Donc, ce que je fais, c'est que j'analyse, premièrement, les méga tendances. Je me pose la question, qu'est-ce que sera le monde dans 5 ans? Qu'est-ce que sera le monde dans 10 ans? Par rapport à ça, donc je vais trouver des méga tendances, par exemple la transition énergétique qu'on vit aujourd'hui, il y a besoin de data center à mort, il y a besoin d'électricité à mort, donc on sait mécaniquement que les entreprises aujourd'hui vont avoir besoin de plus d'électricité pour alimenter les robots, les IA, tous ces trucs-là, donc la transition énergétique est un secteur incroyable. Le secteur de l'IA, de la tech, on va pas se mentir, méga tendance de dingue, ça va être la biotech par exemple. Aujourd'hui il y a énormément de fric dans la biotechnologie pour les maladies, notamment grâce à l'IA également, ça joue énormément, les maladies et les vaccins, comment rajeunir, tout ça. Donc les entreprises de biotech sont en pleine tendance. Il y a des nouveaux trucs qui sortent beaucoup plus vite qu'à l'époque, et donc du coup quand il y a une bonne nouvelle, on vient de trouver un vaccin, une guérison, boum, les actions bondissent. Donc là on prend l'exemple de ces 3 méga tendances. Sur ces 3 méga tendances, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser quels sont les leaders de ce secteur. Donc je regarde, je vais pas aller chercher de petits outsiders en espérant qu'il va exploser. Je vais regarder tout simplement les leaders. C'est qui domine ce marché aujourd'hui. Et du coup, ça va m'amener à sélectionner à peu près, on va dire, bon, j'en prends plus que ça, hein. Normalement je prends plus que 3 méga tendances, mais pour l'exemple, on va prendre ces 3-là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder du coup les top 3 des entreprises de chacun de ces secteurs-là, et ce qui va me donner du coup 9 entreprises. Donc là, déjà, voilà, je mets mon petit trading view, je me mets, hop, 9 entreprises, celles-ci, je les surveille, parce que celles-ci, moi je pense qu'elles vont bondir dans les années à venir. Maintenant, je vais analyser la santé de l'entreprise, je vais analyser le contexte de l'entreprise. Donc là, je me le suis noté au cas où j'en oublie une. Mais en gros, ce que je regarde comme indicateur, donc ça je le fais pareil avec Claude, avec de l'IA, je dis voilà, donne-moi ça de telle entreprise. Tu peux également trouver les infos sur TradingView, mais bon voilà, moi je le fais avec Claude. Donc les critères, c'est premièrement la rentabilité. Je vais pas rentrer dans les ratios, les choses comme ça, je vous donne juste ce que je regarde, mais à chaque fois j'ai un ratio à respecter, et par rapport à ça, j'ai un scoring qui va sortir sur l'entreprise pour vraiment les fondamentaux de cette entreprise. Donc premièrement, rentabilité. Deuxièmement, la dette de l'entreprise. Troisièmement, la valorisation. Exemple, je n'investis jamais sur une boîte qui est valorisée à moins de 1 milliard. Et ensuite, quels sont les avantages concurrentiels durables? Exemple, ASML, seul constructeur de machines pour les puces, avantage concurrentiel qui est considérable. C'est un bon avantage concurrentiel. Exemple, Amazon, numéro 1 avec AWS dans les data centers. Avantage concurrentiel durable. C'est vraiment voilà, c'est des choses qui sont importantes et qui vont jouer dans moi, ma prise de décision sur l'achat de l'action de l'entreprise. Une fois que j'ai analysé ces ratios, une fois que les ratios sont tous validés, donc en général ils le sont sur cette entreprise, mais des fois on a un niveau d'endettement qui est hyper haut, je me dis oulala non, j'investis pas. Si la santé elle est bonne, que ses fondations sont bonnes, que cette entreprise rentre dans mes cases de méga tendance, de top entreprise de ce secteur, alors là je regarde le graphique. À ce moment-là seulement je vais regarder le graphique. Et donc quand je regarde le graphique, j'ai une analyse technique assez bateau, je me prends pas trop la tête, je vais tracer des zones de support, je vais tracer des zones de résistance, et je vais regarder où se situe le prix aujourd'hui. Si je vois qu'on arrive sur une résistance, je vais juste mettre une alerte aux alentours du support, et je vais attendre tranquillement. Je mets une alerte sur TradingView et j'attends.
Et ensuite, ce que je vais regarder, seule chose que je regarde, du coup, c'est le RSI. Et le RSI qui est en bas, si je vois qu'il y a un peu trop d'euphorie, qu'il y a un peu trop de gens qui achètent, qu'on est à plus de 70% du RSI, je n'achète pas. Si on est à moins de 30%, à l'inverse, je me dis, ok, on a une entreprise qui est bonne, dans une méga tendance, que les gens n'achètent pas, qui a un prix intéressant, qui a des fondations qui sont bonnes, cette entreprise est intéressante. Et ensuite, je viens mettre tout simplement un trade fictif. Donc là, je me dis, je vais aller en dessous du dernier support. Voilà, bon, ceux qui font pas du tout d'investissement, peut-être que vous allez pas comprendre, mais c'est très simple pourtant ce que je dis, d'autres vont comprendre facilement. Mais en gros, voilà, t'as des courbes, t'as des zones, t'as support, résistance. Je vais mettre mon stop loss ici. Je me dis, bon, bah, si ça casse et qu'on arrive là, je perds mon trade. Si on arrive en revanche sur une zone, je mets jamais le plus haut, mais je vais mettre 70% du plus haut, par exemple. Je me dis, là, c'est bon, je clôture mon trade. Et ensuite, j'attends que le prix arrive. Donc, des fois, le prix est déjà bon, auquel cas, j'achète, et des fois, le prix est pas bon. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends souvent des trades. Alors, ça dépend, sincèrement, ça dépend, mais souvent, je me dis 1 pour 1, ou 1 pour 2. Donc, 1 pour 1, c'est je suis prêt à risquer 10 000 euros à l'achat si je gagne, et 10 000 euros si je perds. Des fois, je vais risquer 5 pour gagner 10. Ça dépend d'où est le support et d'où est le prix. Plus le prix est un peu loin du support, plus je vais tirer, et donc plus je prends de risques, plus on est bon sur le prix, plus moi je prends de risques et plus mon stop loss est serré. Tout simplement, voilà, c'est vraiment ma stratégie. Je mettrai, si vous voulez, quelques screens d'écran de trades que j'ai pris. Je prends l'exemple de Google, c'est mon plus beau trade de 2025. Google, où là, j'ai pas respecté mon money management, j'ai mis 400 000 dollars sur Google, donc c'était énorme, mais c'était le plus beau trade de ma vie, et si j'aurais pas clôturé ce trade, je me serais fait 400 000 dollars de profit, juste sur le trade. Donc je l'ai clôturé évidemment parce que j'ai pas eu les couilles de rester jusqu'au bout, mais c'est exceptionnel. Du coup, Google correspondait à tout. Méga tendance, entreprise dans le top, santé financière exceptionnelle, VEO, Google, Gemini Pro qui allait sortir dans quelques jours, et Google en pleine procédure pour des données à Londres, etc. Plein de procès, plein de bad news autour de Google. Et moi, je vois le prix et je me dis, mais attends, à quel moment Google est à ce prix-là, genre, la courbe était vraiment pas belle du tout. Et je savais que Google allait monter. Je le savais, j'en étais sûr. Alors on sait jamais les gars, on sait jamais. Mais là, j'en étais vraiment sûr. Je me suis dit, putain, c'est sûr. On était à peu près en juin 2025. Je mettrai un screen juste ici. Bon bah là, j'ai acheté massivement et je savais que mon trade était sécurisé. Amazon en février, pareil, il tape ses 3 pires sessions parce qu'il y a une conférence de Amazon qui annonce vouloir investir énormément dans les data centers, plusieurs milliards, etc. Et ça fait flipper les investisseurs qui se disent, ah non mais attends, on va encore pas se payer cette année, on va encore réinvestir du cash. Boum, et Amazon fait 2 sessions à moins 8%. Pire semaine depuis le crash de 2008, c'est Amazon les gars. Les fondations sont hyper bonnes. L'entreprise fait du bénéfice pour la première fois depuis peu de temps. Tout était parfait et en fait le momentum était magnifique. Donc Amazon est aux alentours des 200 dollars l'action. J'achète 150 000 dollars d'action. L'action monte à 260 en quelques semaines. Voilà, pour moi, c'est des trades qui sont hyper sécures. Je me dis, même si je perds un peu d'argent, même si je viens perdre 20%, au pire, je rachète un peu d'actions et j'attends. J'attends, j'ai un levier, oui, certes, je suis à 5% à l'année sur Interactive Broker, donc sur les intérêts, bon, c'est pas énorme, et j'investis jamais tout ce que j'ai de disponible et tout ce que Interactive Broker me prête. Donc en fait, mes investissements, je n'estime pas prendre de risques quand je les fais. Et en fait, mes trades, pardon. Et c'est en ça que j'ai même pas l'impression de faire du trading. J'ai l'impression juste d'investir différemment mon argent. Au lieu de mettre dans des ETF, je mets sur des actions à des moments précis, dans des bonnes entreprises, à l'achat. Donc, à quel moment est-ce que je peux vraiment faire de la merde? Voilà. Et franchement, je vous montrerai du coup des screens à l'écran de tous mes trades. Et j'ai passé beaucoup de trades et c'était que des bons trades. CrowdStrike, voilà, plein d'entreprises, Regen, du coup, dans la biotech, je fais beaucoup d'argent, Vertex, plein d'entreprises comme ça qui ont été super profitables pour moi. Et c'est comme ça que j'ai donc réalisé ces rendements. Je vais pas m'étaler plus que ça. Je sais même pas si ça intéresse tant que ça les gens. Sincèrement, j'en parle un peu comme ça, mais je pourrais en parler des heures en fait. Avec Lucas, on fait que ça tout le temps. Moi, je suis à fond. Quand je finis de bosser, les gars, je me mets sur l'ordi. Tac, j'ai toujours une petite page TradingView qui est ouverte. J'ai toujours des petites alertes sur mon téléphone. J'ai toujours mon petit bécaire qui est pas très loin pour checker. Et en fait, voilà quoi. Moi, c'est une passion, c'est un kiff. Et si vraiment vous voulez, si je vois qu'il y a une communauté un peu d'investisseurs, de traders, les gars, je serais hyper chaud d'avoir vos feedbacks. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, proposez-moi des sujets sur de l'investissement. Moi, j'adore en parler, comme je vous ai dit, donc je pourrais en parler des heures et des heures. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis pour tous les commerçants qui me suivent, les gars, pensez à investir votre argent. C'est cool de faire du cash, c'est encore plus cool de l'investir. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. C'était Fabien.